Une partie de toi te dit, ça fait 8 ans que tu bosses le droit, tu vas pas tout laisser tomber maintenant. Bien sûr. T'as la frustration et le fait de dire, bon, faut pas que je lâche. Sauf qu'à un moment donné, ça fait quand même depuis 8 ans que t'as des doutes déjà. Ouais. Et là, c'est le doute de trop. Donc on lâche. On faut avoir le courage de faire ce saut. J'adore tes shoes vernis comme ça et tout. Ah, merci. Stylé. Donc, ok, hello les amis, on est sur son deck évidemment et aujourd'hui on est avec Camélia. Coucou. Petit salut reine d'Angleterre. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Who are you? Alors, aujourd'hui, en tout cas, je suis la cofondatrice et présidente de SheSound. SheSound, qui est une structure qui est dédiée à l'accompagnement et la mise en lumière des talents féminins dans le milieu de la musique. Ouais. Voilà. Il y a quelques petits talents masculins qui se rajoutent quelquefois, Ouais. mais c'est quand même majoritairement féminin, mais ça reste inclusif. C'est ça. Ouais. C'est ça. On accompagne des femmes sur l'aspect Ouais. formation, mais sur les événements, c'est ouvert à tout le monde parce qu'on n'est pas trop dans une optique de rester entre nous fermés non plus. Et tu fais ça avec tes... Avec ma sœur cofondatrice Voilà. et avec mes... Ouais, je crois que c'était tes sœurs. Ah oui, oui, mes sœurs aussi. En fait, on est 5 et il y en a une qui est cofondatrice et qui est un peu plus impliquée vraiment dans le projet avec moi. Et puis les autres sœurs sont là sur presque tous les événements aussi pour nous aider. Mais pour l'instant, elles ne sont pas encore engagées dans SheSound parce qu'elles ont leur projet à côté. Ouais. Alors ok, on va partir du début, on fait table rase de tout ce qui se passe en ce moment et on va partir du début. Quand tu étais petite, tu as été élevée dans quel milieu culturel et familial? Quelle était ta vie de petite fille? Alors, moi j'ai grandi dans un milieu très vivant, très... on est une famille nombreuse, donc toujours du bruit, toujours de l'ambiance à la maison. Aussi culture entrepreneuriale depuis le plus jeune âge, puisque mes parents entreprennent depuis toujours. Mon père était aussi artiste à l'époque. Il avait plusieurs casquettes et puis avec ma mère, ils ont monté plusieurs projets. Ils ont monté une agence immobilière, une entreprise de comptabilité et de gestion. Il a été aussi dentiste, il a fait aussi la politique aussi, il a été chanteur, il a fait plein de choses et toujours ma mère à ses côtés pour voilà. Donc c'était un artiste et ça n'empêchait pas d'être entrepreneur. Exactement. C'est important de le faire. Et ta maman, elle l'accompagnait en fait dans ses... C'est ça. Ma mère, elle a commencé... Dans ses folies. Ma mère, du coup, elle a fait des études de tourisme et ensuite, elle est arrivée en France au même moment que lui, à la vingtaine. Ils se sont rencontrés ici et puis ils ont commencé à monter des projets ensemble et depuis toujours... Parce que ta maman est... Oui. Elle est marocaine. Ouais. C'est ça, et son papa est... Libanais. Voilà. Ça c'est bien de le savoir aussi. Et ils se sont retrouvés à Paris les deux. Donc, quelle coïncidence. Oui. C'est marrant. Et donc tu les vois comme ça, et toi, donc tu grandis avec la combien de tes sœurs? Je suis à 3e. 3e? Pile au milieu. D'accord. Et celle que j'ai vue, Eirim. Eirim, voilà. C'est ta grande petite sœur? C'est la sœur aînée. Sa sœur aînée, d'accord, ok. Mais vous avez combien d'années de différence? Pas beaucoup. Alors elle, c'est 92, moi c'est 95. D'accord. 3 ans quand même. Ouais. Mais ça reste proche quoi. Ouais. Ensuite, tu arrives à, je sais pas, à 18 ans, etc. Tu fais quoi comme études? Alors moi j'ai commencé dans le droit. Ouais. Donc j'ai fait l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Ouais. J'ai eu mon master là-bas, mon M1 en droit international et droit européen. Qu'est-ce que tu fous ici? Ouais, je sais pas, rien à voir. Ah ouais, mais j'ai bifurqué moi. Après, je suis quelqu'un de très indécis, donc peut-être parce que je suis Gémeaux, je sais pas. Ah ouais, c'est vrai. Mais hyper indécis. Ouais, mais vraiment. Donc j'ai commencé sur des études de droit international européen. Ensuite, sur mon M2, je suis partie sur propriété intellectuelle et droit du numérique. Et ensuite, j'ai fait un deuxième M2 en droit des affaires. J'ai essayé le barreau une première fois, que je n'ai pas eu. J'ai voulu le retenter une deuxième fois et en parallèle, je travaillais en cabinet d'avocat. Et c'est là, en fait, en me confrontant à la réalité de ce qu'est le métier d'avocat que je voulais faire à ce moment-là, que je me suis rendu compte que j'ai pas envie de faire ça, en fait. Ah ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait pas, du coup? Je sais pas, en fait, c'est la routine de faire des actes, J'aimais bien la partie conseil, en fait, le contact humain, le conseil, mais la partie très administrative, rédaction d'actes, procédure,
c'était routinier, c'était pas du tout en alignement avec ma personnalité qui est très créative aussi. Mais c'est pas des assistants qui font tout ça, les avocats? Si, mais bon, moi je commençais par ça aussi, donc ouais, c'est vrai, je pense que ça n'a pas aidé. Et puis, ça me faisait pas rêver en fait, parce que par définition, un avocat, il est là pour régler les problèmes des autres. Donc, il est confronté constamment aux problèmes des autres, tu vois. Et quand tu es quelqu'un qui est très créatif, qui a besoin de rêver, qui a besoin de positif, être confronté à ça tout le temps, tu vois, c'est pas facile. Ça faisait des mauvaises vibes un peu. J'ai envie de dire, c'est comme quand t'es docteur, bah faut avoir le cœur solide, quoi, parce que tu vois tout le temps des blessés. Bah c'est un peu le docteur, si tu veux, mais dans un autre aspect de la vie, l'avocat. Ouais, c'est une charge mentale de ouf. Et puis en plus, je pense que quand c'est entrepreneuse, on va le faire dans l'inverse. Entrepreneuse, entrepreneur. Ou entrepreneureux, ça passe facilement. Et bah du coup, je pense que tu as envie de développer des projets aussi et de ne pas t'arrêter à juste résoudre un problème. Tu as envie d'en résoudre 1000, mais pour que derrière, de voir l'évolution et de continuer de faire progresser ton projet. En fait. Exactement. Et c'est vrai que quand tu as réglé une solution, tu t'attaques à un autre problème et tu as l'impression qu'il n'y a jamais de projet, j'imagine, tu vois. Tu n'avais pas de vision, tu pouvais pas avoir de vision pour un truc plus grand que toi et d'ambition. C'est ça. C'est peut-être quelque chose qui est commun à tous les entrepreneurs, ou une grande majorité, je pense. C'est ce besoin aussi d'avoir un impact réel, de créer quelque chose qui change la société d'une façon ou d'une autre, tu vois, et de laisser une trace quelque part. Et ça, à moins de construire quelque chose par toi-même, bah, c'est difficile de le retrouver. Certains le retrouvent dans un métier, j'aime bien dire, le salariat, quoi. D'autres, pour d'autres, ça ne suffit pas. Pour moi, c'était pas suffisant. J'avais besoin de créer quelque chose. Madame est ambitieuse. Ouais, mais oui. Non, mais même impacter la vie d'une personne, tu vois. C'est avec quelque chose que j'ai construit moi-même. C'était pour moi, ça aurait été une victoire. Pour moi. Donc aujourd'hui, impacter la vie de plusieurs personnes, ça fait plaisir quand même. Clairement. Et du coup, donc, tu te dis, bon, c'est pas pour moi, next. Et tu next avec quoi? Alors, grosse remise en question, grosse recherche de qu'est-ce que je veux faire, en fait, parce que je faisais aussi de la musique en parallèle. Donc, voilà, avec ma sœur Erim, on faisait de la scène ensemble, on avait un duo, on chantait, etc. Et il y avait un peu cette contradiction entre cette partie de notre vie hyper créative, où on pouvait s'exprimer, etc. Et cette partie, où finalement, qui est très cadrée, c'est beaucoup de rigueur, le droit, tout ce qui est juridique, etc., les procédures. C'est un peu contradictoire, tu vois. Et j'étais tiraillée entre les deux. Et au final, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire du droit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et moi, chez moi, je pense comme chez pas mal de personnes, culturellement, être artiste, c'était pas un métier. Donc j'ai refoulé beaucoup cette passion que j'avais pour la musique. Pour moi, ça devait rester une passion. Tant que tu gagnes pas de fric avec. C'est ça, c'est très très difficile. C'est tout ce qui est le milieu du divertissement. Mes parents avaient un peu de mal à reconnaître ça comme un métier. Et du coup, ça a été un conflit. Je me suis dit, j'aime la musique, mais je peux pas en faire mon métier. J'en ai marre du droit et en même temps, j'avais fait 8 ans d'études dedans. Et je me suis dit, mais ça fait mal de repartir à zéro, tu vois. Il faut que je trouve un truc qui combine les deux, ce que j'ai appris et ce que j'aime. Et ça m'a pris vraiment peut-être 1 an de réflexion pour vraiment mûrir le projet She-Sound. C'était pendant la période confinement. Beaucoup de remises en question pour plein de gens. Cette période, c'est la période où plein de personnes ont laissé tomber une carrière pour en commencer une autre. C'est ce que j'ai eu sur le canapé il y a quelques jours. Aussi la même chose, pendant le confinement, bam, il pète un boulon et il fait Drag Race. Parce que tu te mets sur pause et tu as le temps de réfléchir en fait. Tu es obligé de remettre en perspective ta vie. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais dans le droit? J'aimais la partie conseil, la partie humaine. Le fait d'aider des gens, mais il me manquait la partie créative, artistique. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aider les artistes. Et étant femme moi-même, faut pas que je touche le micro, étant femme moi-même, je me suis dit, je suis plus à même d'identifier les problèmes que j'ai vécus en tant que femme dans l'industrie musicale que plus largement d'autres artistes. Et qu'est-ce que tu avais vécu, toi? Moi, avec Erim, des comportements qui sont parfois un peu ambigus, voire déplacés. La sensation de ne pas être entendue, des fois, quand tu es une femme, de ne pas être prise au sérieux. De manière générale, en fait, très peu de femmes, là où on travaille en tout cas, dans des rencontres, tu te rends compte dans des travaux de groupe qu'on est très souvent en sous-nombre, et ça aide pas sur la confiance en soi, ça aide pas à être entendu, à se sentir en tout cas soutenu.
Et je me suis dit, peut-être que je vais aider et soutenir les femmes dans le milieu. Ouais. Voilà, je vais essayer d'aller à la rencontre de femmes, de parler avec elles pour voir déjà s'il y a vraiment un truc à faire ou si c'est une expérience perso qu'on a vécue qui est peut-être juste une expérience. Ta petite étude de marché. Exactement. Ouais. Et c'est hyper important parce qu'on peut avoir une perception qui est biaisée de la réalité, qui finalement qui est attachée juste à notre vécu, à nos émotions personnelles, notre sensibilité personnelle. Ouais. Mais quand j'ai rencontré des femmes et que je me suis rendu compte, non, en fait, c'est une problématique qui est très très récurrente chez les femmes. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Et pouf, ça, on est né. Est-ce que là, raconte-moi la progression, tu étais à la station F, tu y allais quand, comment, au bout de combien de temps? Alors, la station F, pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est? Station F, donc, c'est un espace qui regroupe différents incubateurs. Donc les incubateurs, c'est des structures qui accompagnent les startups ou les jeunes entreprises à développer leurs projets, à passer à la taille supérieure, si je peux dire, de façon à être encadrés. Ouais. Voilà. Je vérifie que c'est bien en marche. Ça filme toujours? Ouais, c'est bon. Mais parfois, tu sais, je filme... Non. Non, mais tu sais, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui est merdé, que j'ai mal mis le truc. Je vérifie toujours. Voilà. T'as raison. Faudrait pas se rendre compte. Donc, du coup, t'arrives à la station F et tout. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Tu t'étais renseignée Au début, j'ai commencé le projet toute seule. J'ai un peu ramé pendant 8-9 mois à essayer de savoir comment orienter ça, mon business plan, tout le tralala quand tu veux monter un projet. T'as demandé conseil à tes parents? Tu savais comment ça se passait Non, j'avoue que je faisais un peu ça dans mon coin parce que mes parents n'étaient pas contents que je laisse tomber le droit. Ah oui, forcément. Du coup, c'était un peu compliqué. En parallèle, j'étais encore sur mon master de droit des affaires. Ouais. J'ai rajouté un deuxième master pour avoir des notions en droit des affaires, mais aussi pour que mes parents me laissent tranquille. Parce que si je laissais tomber tout et que je commençais ce projet, je me suis dit, on va demander des comptes, on va me dire, mais pourquoi t'as arrêté ton truc? Je me suis dit, ok, je suis encore en études de droit, ça, entre guillemets, ça me laisse un peu tranquille le temps de mûrir le projet en parallèle. Ouais. Et c'était pas facile, de cumuler les deux, mais bon. Après, j'ai ajouté un diplôme d'entrepreneuriat, parce que je me rendais compte que toute seule, c'était compliqué. Malgré l'aide de certaines structures comme Adil, des structures publiques qui sont censées t'aider à développer des projets, je me disais, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai vraiment Mais c'est ça, c'est dur. Tu vois, du droit, rien à voir. J'ai envie de faire des trucs et je me dis, quand tu démarres et que tu n'as pas de base concrète, c'est difficile. Donc je me dis, comment tu as fait toute seule pour aller chercher, pour essayer de construire ton truc, aller chercher les ressources et tout, tu vois. C'est clair. Et puis, je pense qu'aussi... Maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'est aussi des barrières qu'on se met personnellement. Tu vois, des fois, certes, ça m'a appris des choses, les diplômes d'entrepreneuriat, etc. Mais je savais même pas que tu avais passé un diplôme d'entrepreneuriat. Ouais. C'est dingue, je savais pas. Tu as fait ça dans quelle école? C'est avec l'université Sorbonne. Donc, voilà, ils ont un diplôme. Qui peut le faire et tout, ça coûte quelque chose Ça, oui, ça a des frais. C'est pas très cher, je sais plus combien exactement, mais c'est pas trop cher, c'est des cours du soir en fait. Et c'est un programme qui s'appelle le D2E, diplôme d'étudiant entrepreneur. Putain, c'est ouf. Donc il faut aller être étudiant en parallèle. Comme j'étais toujours en master de droit des affaires, c'était bien, je pouvais cumuler les deux. C'était chargé, mais bon. Ça m'a apporté des bases, tu vois, ça m'a permis surtout de me sentir entourée de personnes qui avaient un projet aussi, d'avoir des bases sur des notions comme le business plan, l'affiner, mon business model, etc. Mais oui. Qu'est-ce que je disais? Que les structures qui sont censées t'accompagner, t'es un peu revenu du truc et que ça t'ait pas plus aidé que ça. Moi, je pensais que ça aidait de ouf, justement. Mais... Ça aide, en fait, mais je pense que ça aide quand, comme moi, par exemple, tu viens du droit ou de filière un peu littéraire et que tu n'as vraiment aucune base en commerce. Parce que c'est pas du niveau de difficulté extrême, en tout cas, moi, je le trouve. Une fois que tu le connais, tu te rends compte, mais en fait, c'est pas très compliqué. Ça t'aide surtout mentalement de te sentir entourée de personnes et de moins être seule qu'au début, quand tu essaies de faire ton projet toute seule chez toi, tu vois. Mais t'as dit que ça t'avait pas non plus aidé de ouf, genre la deal et les trucs comme ça t'avait pas non plus... Adil, c'était un truc public où t'avais un rendez-vous par mois et que t'allais voir quelqu'un qui te... qui te regardait ce que tu faisais et qui te disait, c'est cool, la prochaine fois, remplis ça maintenant. Tu vois, ça m'aidait pas énormément. Le D2E, c'était beaucoup un peu plus... c'est ça. Ça me fait traîner sur 8 mois, en fait, quand j'étais toute seule. Et du coup, D2E, c'est vrai que ça m'a permis d'accélérer le processus, mais plus parce que j'étais dans un environnement où y avait plein de gens qui faisaient leurs projets, et du coup, tu vois, tu es dans un environnement qui est stimulant. Tu n'es pas toute seule.
Mais en termes de connaissances, quelqu'un qui a toutes les bases, business model, etc., dans une école de commerce, est capable de s'en sortir. Ouais. Si il est capable de s'autogérer tout seul, sans avoir besoin de collectif. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ce projet, cet accompagnement avec l'université Sorbonne m'a permis ensuite de postuler à un concours qui s'appelle Pépite, Pépite Startup. Et c'est ce programme-là qui m'a permis d'accéder à une incubation de 6 mois à Station F. Voilà. Ouais, mais chapeau, parce qu'il devait y avoir de la concurrence, on est sur Paris quand même. Ouais, c'est vrai que bon, je me rends pas compte en fait. Ouais. Je sais pas, j'ai passé un oral et hop. Ouais. Et le pire, c'est que j'avais prévu d'attendre 1 an avant de le passer. Je me suis dit, mon projet est encore trop jeune, je passerai pas, l'année prochaine, je tente. Marrant, ça. Et après, je me suis dit, bon, allez, j'ai rien à perdre, j'envoie mon dossier. C'est intéressant quand tu dis qu'on se met soi-même des limites et des barrières. C'était quoi les limites que tu te mettais? Tu te mettais et comment tu as dépassé un peu tes peurs, tu vois, les trucs. C'est vrai qu'en tant que femme, en plus, c'est pire, tu vois. On se dit qu'on a moins les compétences, les épaules, enfin voilà, on se diminue beaucoup. Ouais. Et donc, c'était quoi tes trucs à toi et comment t'as fait pour... Moi, c'était le fait de me dire, mais j'ai aucune connaissance dans le business. Ouais. Je viens du droit. J'ai jamais monté de boîte. Je suis peut-être trop jeune aussi. On va pas me prendre au sérieux. Ouais. Et je me disais, j'avais 24 ans. Ouais, c'est encore jeune. Je me suis dit, mais il faut que j'accumule plein de connaissances avant. Alors que non, tu fais que reculer le démarrage en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de choses que tu apprends sur le tas. Et une fois que le projet est lancé, j'ai appris 1000 fois plus que tout le temps que je prenais à essayer de lire des bouquins. Et tu vois, sur le terrain, tu apprends 10 fois plus vite. Et oui, donc si je m'étais écoutée, j'aurais même pas postulé pour rentrer à la Station F. Je me dirais, il faut que j'attende 1 an encore. Ah ouais. Que je me forme. Let's go. Exactement. Et t'avais des mentors, des gens qui t'aident un petit peu ou... Ouais. Déjà ça a été... faut que j'arrête de me bouger. Déjà, ça a été un gros boost pour la confiance en soi d'être prise sur le programme Station F. Je me suis dit, ok, je peux le faire en fait. Et courage, tu vois. J'ai eu un mentor qui m'accompagnait j'avais un rendez-vous tous les 15 jours à peu près avec lui, donc ça c'était cool, c'était encourageant de pouvoir te confier et tout, parce que l'air de rien c'est pas facile, tu te sens très très seule dans l'entrepreneuriat. Il me permettait de structurer aussi beaucoup ma pensée, parce qu'au début tu as plein d'idées, d'aller dans tous les sens. Ouais, ça fuse, donc quelqu'un qui te recadre, qui te dit tu te focalises sur ça. Surtout une créative comme ça. Ouais, vraiment. Une Gémeaux. Oui. non, mais vraiment, j'avais beaucoup de mal à recadrer mes idées, surtout. Surtout le début d'un projet, c'est au moment où tu dois choisir un truc à faire. J'ai pas trop réussi à le faire au final, parce que j'ai lancé plein de projets. J'ai lancé Sistrun, Sister Class, Meet and Music. J'avais encore plein d'idées que j'ai dû mettre de côté. Mais déjà, finalement, tous ces trucs se sont bien passés. Mais c'est vrai que mon mentor me disait, bon, tu dois choisir un seul truc normalement. Et tu l'as pas écouté? Non, je n'arrivais pas. Je dis, mais ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et du coup, tu peux expliquer aux gens ce que c'est la Sistrun, la Sister Class, c'est une musique. Okay. Ouais. Alors, les Sister Class, c'est des ateliers collectifs, donc, dans lesquels on voyait de la technique vocale, de la présence scénique, de l'écriture, des ateliers d'écriture. Et l'idée, c'est de se rassembler entre artistes, entre femmes, pour déjà travailler purement nos compétences, mais surtout pour partager en fait des difficultés communes. Donc l'intérêt de ces ateliers, c'est le fait que entre femmes, on se retrouve dans une safe place dans laquelle on peut vraiment se livrer, on peut vraiment parler des choses qu'on vit au quotidien en tant qu'artistes, qui nous sont propres en tant que femmes. Parce que mélanger hommes et femmes sur ces ateliers, ça aurait peut-être empêché certaines femmes de se libérer, de parler de choses, de se sentir légitime à dire moi je rencontre ça et je pense que c'est parce que je suis une femme que je rencontre ça. Ouais. Des fois on se dit mais en fait est-ce que je suis pas en train de dramatiser? Est-ce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être une femme? Alors qu'être dans un espace où il n'y a que des femmes qui ressentent la même chose, on réalise non en fait. C'est comme moi ce que je me disais au début, est-ce que c'est moi toute seule qui ai vécu ça ou pas? Tu te rends compte que d'autres femmes l'ont vécu et non, c'est qu'il y a peut-être une réalité en fait. Donc voilà, ça te permet de sortir de ta tête et de mettre sur la table des problèmes qui sont réels. Ouais. Donc ça, c'est les Sister Class. La Sistrun qui a pour objectif un peu différent de se mettre un petit peu, sur la version d'avant, de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour sortir de sa zone de confort, suivre des coachings, aller sur scène et potentiellement ensuite passer en radio ou autre auprès de nos partenaires. Donc avoir un petit boost de visibilité. Et puis...
Sur la nouvelle version, c'est un peu plus intensif du coup parce que c'est des coachings individuels. Donc on va plus dans la profondeur des choses. Et puis ensuite, voilà quoi. On fait le show pendant 30 minutes et on passe en radio. Exactement. Donc voilà, la Sis Run, qui est liée avec le Meet and Music, qui sont nos événements périodiques, donc des grandes soirées avec une première partie de concert, le concert des artistes qui ont fait la Sis Run. Deuxième partie, table ronde, donc des professionnels, des personnes qui bossent dans les médias, dans les labels, etc., qui viennent débattre autour de sujets qui peuvent être complexes pour certaines personnes. Donc l'idée, c'est un petit peu de vulgariser des notions, d'expliquer, d'interagir avec le public. Et ensuite, c'est suivi par une session networking, donc du réseautage entre professionnels et artistes dans le milieu de la musique. Et puis, enfin, open mic pour clôturer la soirée dans la bonne ambiance. Voilà. Et donc voilà, ça c'est les deux, enfin voilà, tout ça c'est tout ce que tu fais du coup comme activité, mais bon, il y a quand même un noyau quoi, qui reste, ça reste un accompagnement et du networking pour artistes. Donc pour moi c'est un peu le même projet, même si tu as fait plusieurs bébés. Ouais, c'est ça. On va dire c'est différentes cibles, parce que la sister class, ça va être plus, je dirais, pour des artistes qui sont un petit peu moins avancés, ou pas forcément, des fois on a des profils un peu plus avancés, mais ça cible des artistes qui ont besoin de se sentir soutenus, de ce collectif, et d'une pratique régulière de compétences ensemble, en collectif. La Sis Run, c'est plus vraiment pour passer à l'action, se former, mais surtout ensuite se produire sur scène, avoir de la visibilité, être mis en avant auprès de nos partenaires. Donc c'est un objectif plus visibilité et sortir de sa zone de confort. Et le Meet and Music, c'est purement des connexions, du réseautage, voilà. Du coup, comment est-ce que tu t'es entourée? T'avais déjà un réseau ou... Au début, pas du tout. T'avais zéro? Ah ouais, d'accord. C'est ça qui était compliqué, c'est que c'est le saut dans l'inconnu. C'est qu'il faut oser tout laisser tomber, tous tes contacts, etc., que tu connais, qui sont plutôt des personnes que tu connais de tes études de droit. Y a des personnes que je connaissais aussi dans le milieu de la musique, mais plus des artistes qui faisaient de la musique, un peu comme moi. Mais j'avais pas de vraie connaissance dans le milieu de la musique, de réseau en tout cas, du côté des pros, des labels et tout. Et j'avais pas une connaissance approfondie de comment fonctionne l'industrie musicale, tu vois. Ça, d'accord. J'étais une artiste qui fait de la scène, comme beaucoup d'artistes le font pour le plaisir, des scènes ouvertes, des open mic, des concerts, des trucs comme ça. Donc, Parce que là, la Station F, c'était il y a combien de temps en termes d'années? Station F, c'était l'année dernière. Elle est super vite. Ouais. TGV. J'avoue, parce que si t'avais zéro connaissance dans la musique, c'est quand même un sac à nœud. Surtout en droit de la musique, les machins, c'est un sac à nœud. Parce que je me disais que j'avais l'impression d'avoir perdu du temps. Tu vois, d'avoir passé 8 ans dans une filière dans laquelle je n'avais pas évolué. Et je me suis dit, il faut que j'accélère là, il faut que je rattrape le temps perdu. Et du coup, j'ai fait TGV pendant un an. Je ne vais pas te mentir, il y a eu un moment où j'étais en limite burn-out. Je me disais, mais putain, j'ai plus de vie. Ah ouais, parce que oui, forcément, tu mets de côté taf, tout. Les relations amicales, amoureuses, tout. Next. Et j'ai foncé sur le taf pendant 1 an et demi. Et là, je commence un peu à vouloir avoir une vie sociale, tu vois, depuis quelques mois. D'un moment, tu te réveilles, tu dis... Et en fait, ta vie sociale, elle se résumait à ton réseau pro. Des entrepreneurs, Station F, des incubateurs. Et comment t'as rencontré, tu as démarché toi-même les gens dans le secteur de la musique, etc. Démarchage. Au début, compliqué sur les premières soirées parce que t'as un syndrome de l'imposteur. Tu te dis, est-ce qu'on va me répondre si j'envoie des messages? Bah oui, puis t'es personne, tu vois, t'es une structure qu'ils ne connaissent pas, eux, ils n'ont pas besoin de toi. Donc, comment t'as réussi à les convaincre? Je me suis pris beaucoup de refus, on va pas se mentir. Nous, on voit tout le temps les gens qui sont venus, mais on voit pas tous les messages envoyés qui sont restés sans réponse. Faut juste pas lâcher en fait. Résilience, j'ai envoyé plein de messages, des messages, jusqu'à ce qu'une personne me dise oui. Cette personne, hop, on l'invite. Deuxième fois, ensuite, une autre personne. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Parce que ces personnes qui ont passé une bonne soirée te recommandent à d'autres personnes, Et la recommandation accélère le processus. Mais au début, c'est très dur. C'est les premiers pas, on peut dire. Et à quel moment t'as fait rentrer tes sœurs dans l'équation, ta sœur dans l'équation? Alors en fait, à la première soirée, j'étais toute seule. Je crois que j'avais une sœur qui était venue m'aider, ma deuxième sœur, Inès. Qui fait aussi du droit, non? Non, elle est en commerce. Ah, en commerce, ok.
La deuxième, et puis elle m'a aidée sur l'organisation de l'événement. Donc, Attends, son prénom, il commence pas par un I. Inès, ouais. Voilà, Je l'ai dit là. Donc oui, Inès qui est ma sœur aînée, qui a 1 an de plus que moi. Ok. Donc elle m'a aidée sur l'orga du premier. Ensuite, sur le deuxième événement, il y a Erin qui a commencé à rejoindre pour animer les soirées. Et elle anime bien. C'est sa zone de confort. L'aisance sur l'animation et tout, elle aime faire le show. Du coup, c'était très naturel chez elle, beaucoup plus que moi. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je lui ai laissé avec grand plaisir s'en occuper. Ça m'a permis de me sentir aussi un poids qui s'enlève. Tu vois, tu te dis, ok. Elles mettent sur ça, et puis peu à peu, elles ont toutes commencé à nous mettre la main à la pâte, en fait, dès la deuxième soirée. Donc, en fait, elles ont vu très vite comment ça marchait, t'as mis ton petit sac à dos, t'as dit, j'ai compris comment ça marche, les filles, venez. C'est ça. Non, parce qu'au début, tu sais, moi et ma soeur Erim, nous, depuis toute petite, on a eu toujours plein d'idées, on est toutes les deux très créatives, on a essayé de lancer plein de projets, on a écrit des histoires, on a fait plein de trucs ensemble, mais très très créative dès le début, et après souvent il y a plein de trucs qu'on laissait qui se terminaient jamais, tu vois. Encadrer le truc, c'est difficile. Du coup, pour elle s'est dit, bon, c'est encore une lubie de sa part, on va voir où ça mène. Mets le projet sur les rails, on verra. Et quand elle a vu que je tenais le coup cette fois-ci, et que puis il y avait un truc concret qui se construisait, elle s'est dit, vas-y, je rejoins le bateau, si ça a l'air sérieux, tu vois. Et du coup, trop cool, c'est encourageant quand tu commences à avoir une équipe. Ça a été quoi Est-ce que c'était quoi les gros downs et les gros ups s'il y en a eu, ou ça a été toujours un petit peu comme ça finalement, ou tu dirais que tu as eu des grosses phases où tu étais découragée, tu t'es dit là tu avais envie de tout arrêter, et des moments où c'était waouh, tu vois les étoiles, tout se passe hyper bien. C'est comme ça, tout le temps, tout le temps comme ça. Et j'ai eu peut-être 2 moments où vraiment je voulais tout arrêter. Et le dernier moment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a à peu près 3 semaines. C'est vrai c'était genre c'est vraiment hyper récent. C'est juste une fatigue en fait. Une fatigue parce que, comme je t'ai dit, quand tu te surmènes et que tu te pousses à être à 200%, au-delà de tes capacités tout le temps, à un moment donné, ton corps il claque. Fatigue, tu peux plus. T'as pas de vie à côté, donc moralement, ça devient de plus en plus dur de garder la motivation. Moi, j'ai toujours eu cette peur en plus du temps qui passe et de perdre du temps. Donc j'ai toujours voulu être un TGV. Et quand ton corps ne suit plus, quand moralement, tu n'arrives plus à tenir, parce que le physique affecte le moral aussi. C'est ça. Tu as envie de pousser, mais à un moment donné, tu manques de carburant, tu peux plus. Donc ça devient compliqué, tu peux pas te lever le matin, tu te dis mais j'en ai marre, ça fait 1 an et demi, même un projet de cœur que tu adores, au bout d'un moment tout ça dépasse ta passion. J'ai eu ça plein de fois aussi, c'est horrible. Et parce que tu pousses, tu dis non je peux pas prendre de week-end, non je peux pas prendre de vacances. Exactement. Et au bout d'un moment en fait tu te rends compte que tu n'arrives même plus à bosser quoi. Et puis tu te dis mais je suis tellement focalisée sur l'arrivée et je kiffe même plus mon expérience. En plus, de ouf. Oh. Alors qu'au départ, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je me suis dit ça va être une aventure, ça va être un truc. Et ça l'était au début et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai perdu ça de vue. Que je me disais il faut juste que le projet avance, que je puisse commencer à me rémunérer aussi parce que j'ai tout laissé tomber pour ça. Parce que là du coup tu te rémunères pas encore. Il y a plein de temps. Pour l'instant je vis encore chez mes parents donc j'ai pas d'énormes charges. Mais à un moment donné tu laisses tomber beaucoup de passion et beaucoup d'envie personnelle parce que financièrement tu peux pas. C'est quoi que tu as laissé tomber Plein de trucs. J'ai aucune activité sportive, je sors presque plus avec des amis, toute ma vie sociale en fait. Et je vis juste du strict minimum quoi. Je me nourris, je vais au travail, je rentre chez moi, je dors. Et ça fait depuis 1 an tu vois. De temps en temps je me permets un peu des sorties, quelques coupures. J'ai dû, par exemple, sur la première fois où j'ai eu vraiment cette fatigue, je me suis arrangée avec mes sœurs pour pouvoir partir au ski 1 semaine, 2 semaines. Ça m'a permis de revivre, vraiment. Oui, tu te recharges. Ça m'a rechargée, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est important d'avoir une vie. Le travail, c'est pas la vie. Non. Et de temps en temps, tu vois, maintenant, même si je me pousse à la limite, de temps en temps, quand je sens que ça va plus, j'essaye de m'accorder une sortie, un truc. Oui, parce que ça peut que te faire du bien et t'aider à repartir, à reprendre le TGV, quoi. Sinon, exactement. Ça devient un TER, tu vois. C'est ça. Voilà, donc il y a 3 semaines, j'ai eu le même truc. Je sais même pas trop c'était quoi le déclencheur. Je pense que c'est juste des petites mises à jour que de temps en temps ou que tu as besoin de faire sur
ok, je commence à être à bout, il faut que je fasse une pause. Ouais. Faut que, voilà, même des fois, tu es tellement dans ton quotidien tous les jours, et tu as l'impression que le projet n'avance plus. Ouais, Et... tu stagnes, mais parfois t'as plus de recul pour te dire ok, qu'est-ce que je dois faire parce que t'es trop dans le flou, tu finis par bosser tellement que les neurones ils sont plus de recul. Et après tu parles avec des gens qui regardent de l'extérieur qui disent mais en fait si ça avance, hein. Tout va bien. T'es juste très très dur avec toi-même, t'as oublié que t'as fait ça et que chaque mois il y a un vrai truc qui se passe. Et en fait tu fais des petits pas mais toi tu voudrais... C'est ça, il y a un grand milestone chaque mois mais moi j'aimerais qu'il y en ait un tous les jours, tu vois, c'est pas possible. C'était quoi ton plus grand milestone justement, ta plus grande victoire où là t'étais genre... Il y a un truc où vraiment pour moi c'était un gros boost de confiance en moi. Ça a été quand mon projet, dans le cadre de cette incubation à Station F, mon projet a été retenu pour que je puisse pitcher sur un stand de la région Île-de-France à Vivatech. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Vivatech, c'est, je crois, le grand plus salon international de l'innovation. Non, en Europe, je ne sais plus. Mais voilà, allez voir Vivatech, c'est super. Et c'est bientôt d'ailleurs la prochaine édition. Donc, salon de l'innovation, etc. Et donc, c'est un salon qui est très connu. Sur la dernière édition, il y avait Elon Musk qui était invité là-bas quand même. Donc, quand on m'a dit, je vais pitcher sur le stand de la région Île-de-France là-bas mon projet, je me suis dit, mais waouh! Et ça s'est pas arrêté là. Le matin où j'allais aller pour pitcher, je m'entraînais et tout, un peu comme ça. Je reçois un appel d'une des femmes du programme qui nous accompagne, qui me dit écoute, ton projet a été choisi avec 2 autres projets. Vous allez rencontrer la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, là, juste avant ton pitch. Vous allez vous serrer la main, tu vas lui raconter un peu ton projet et tout, avec les médias. Et gros stress. Moi, j'apprends ça genre le matin quand je vais aller pitcher. Et heureusement, parce qu'imagine, t'aurais pris ça la veille, t'aurais pas dormi de la night. Exactement. Au moins là, ça m'a mis en perfusion d'adrénaline instantanée. Mais oui, ça a été un vrai kiff, un challenge, mais un vrai kiff. Et après ça, je suis repartie quinquer, quoi. Enfin, quinquer, c'est ça? Requinquer. Quinquer. Et t'as dit quoi, du coup c'était comment la conversation et tout Elle m'a demandé ce que je faisais, donc j'ai parlé un peu du projet. Ça remonte un peu, j'étais un peu sous stress, donc je me souviens plus de tout. Et tu t'es dit, c'est surtout que je lui ai raconté que... C'est blackout après. J'ai les photos, c'est tout. Souvenir. Il y a les photos quand même. Voilà, donc ça c'était un milestone. Un deuxième, ça a été quand j'ai reçu aussi un prix Pépite dans le cadre d'accompagnement de mon diplôme. Du coup, j'ai été lauréat régional parmi d'autres projets, j'ai reçu un prix et cette fois-ci c'est Valérie Pécresse que j'ai rencontrée, qui était la directrice de ce programme-là pour l'entrepreneuriat dans la région Île-de-France. Et du coup, c'est 2 moments en fait où tu te dis ok, il y a une reconnaissance qui est faite. Je fais partie du gratin. Mais tu dis on reconnaît mon travail, tu vois. Parce que c'est pas facile, surtout quand tu es dans quelque chose qui est dans le divertissement. Par rapport à d'autres projets qui sont un peu... C'est vrai qu'on a tendance à pas te prendre trop au sérieux, quoi. Clairement. Même nous, on se compare, on se juge un petit peu quand tu vois des projets qui sont dans la tech pure, par exemple, où tu te dis, est-ce que mon projet, en fait, ça vaut le coup de compter parmi les startups qui ont réussi ou qui s'en sortent bien. Et quand tu as des reconnaissances comme ça fait du bien. C'est vrai que la tech, c'est barbant. Mais c'est la tendance, maintenant tout le monde veut faire de la tech maintenant. Mais oui, c'est très technique. Et Rim, elle est très 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 fan de tech, c'est son domaine. Donc, d'accord, ok. Du coup, des avancées et tout, Mais c'est vrai qu'en plus, en tant que femme, la technique, on a tendance à se dire qu'on n'est pas faite pour ça, que c'est trop compliqué pour nous, que finalement c'est plus un truc de garçon, que c'est vrai. C'est pas un environnement dans lequel on a évolué naturellement depuis toujours. Et il y en a de plus en plus de femmes dans la tech. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est un milieu d'hommes au départ, donc c'est compliqué de se faire une place. Et il faut juste, faut se faire confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut se faire confiance et y aller et pas avoir peur de casser les portes et d'y aller, quoi. Et puis essayer de s'intéresser, parce que c'est pas un truc forcément vers lequel on va naturellement en plus, tu vois. Mais après, bon, après, de toute façon, quand on est créatif, on reste créatif et c'est plus difficile de s'intéresser aussi. Mais, et donc ça c'était tes plus gros milestones. Et est-ce que tu as vécu des gros échecs où là tu t'es dit, putain, merde,
Enfin, les plus grosses déceptions que tu as eues, ça a été quoi? Tout récent, le dernier event par exemple, c'est tout bête, mais le fait de l'avoir calé sur une semaine avec 3 jours fériés, je me suis dit, mais attends, je suis teubée, pourquoi j'ai pas regardé? Tout le monde est en vacances. Parce que toi, tu prends jamais de vacances, donc tu t'es dit, mais moi j'ai perdu le calendrier des jours fériés, tu vois. Oui. Et c'était un jour de pont où presque tout le monde était en vacances, et du coup, je me suis dit, jusqu'à la dernière minute, est-ce que je l'annule? Ah oui, jusqu'à la dernière minute. J'étais en train de me dire, est-ce que je dois l'annuler? Ouais. Et sauf qu'il y avait quand même. Attends, que t'as fait avant. Ouais. Voilà, Et il y avait quand même une orga qui avait été faite. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit finalement, non, je ne vais pas l'annuler, je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est aussi beaucoup mon père qui m'a encouragée là-dessus, qui m'a dit, tu l'annules pas parce que sinon tu vas t'habituer à annuler. Oui. Et il avait raison en fait. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu t'habitues à annuler certaines choses, tu finalement, par peur que ça se passe mal, ta peur ne fait que grandir. Alors que quand tu décides de le faire tout de même, à chaque fois, ta confiance continue de grandir. Et puis tu te dis, je l'ai fait. Tu apprends une leçon. Tu te dis, je l'ai fait malgré tout, les trucs qui étaient pas, même si c'était pas... c'était pas parfait. Il n'y avait pas énormément de monde, il y avait plein de choses qui n'allaient pas parce qu'on était en équipe réduite. C'est ça. Donc même notre équipe, une partie était en pont, en vacances et tout. Et du coup, on a dû bricoler comme on pouvait. On l'a fait quand même. Et je me suis dit, tu donnes tout et au moins tu apprends quelque chose. De chaque chose que tu fais, tu apprends une leçon. Et pour la prochaine, je ferai attention aux jours fériés. Et même c'est difficile parfois quand on a des équipes de se dire que nous, en fait, c'est toute notre vie, tu vois, notre projet. Quand tu as des équipes qui prennent des ponts, qui machin, c'est frustrant aussi. Voilà, c'est la life. Les gens, ils peuvent pas être investis au point où tu es investi, mais c'est difficile, je trouve, à accepter. Ça, c'est vrai. Des fois, je me dis peut-être que je suis un peu impitoyable parce que j'attends des autres qui soient aussi passionnés et aussi à fond dans le projet que moi, alors que non, ils ont une vie à côté, c'est leur travail. C'est ton projet. Moi, j'ai l'impression que c'est ma vie. Non, Camélia, prends du recul, c'est ton travail aussi. Faut retrouver ce work-life balance. Ouais. Et c'est quoi tes ambitions pour le futur et tes envies, tu vois, tes rêves, tes objectifs, les challenges que tu veux relever, les peurs que tu as peut-être aussi, tu vois. Pour She-Sound, moi, ma vision future, j'aimerais bien que ça... Bon, j'avoue qu'on bifurque toujours, il y a plein de choses qu'on veut faire. Mais en tout cas, sur les events, moi, j'aimerais bien que ça devienne un grand salon, que ça puisse un peu, comme le Mama Festival. Ah ouais. Voilà, c'est un peu la vision future, mais chez le Mama Festival, il me manquait cet esprit communauté que j'aime beaucoup et qui est vraiment la marque de She-Sound, c'est que sur des events, on se connaît beaucoup, enfin, une grande majorité des gens qui sont là se connaissent, que tu vois, il y a une vraie bienveillance. Et ça, c'est un truc que j'ai pas envie de perdre en grandissant, tu vois. Ouais, c'est table ronde. C'est super important pour moi. Un truc avec genre beaucoup de table ronde, des trucs comme ça où les gens ils puissent se connecter. Parce que c'est vrai que le Mama, ce qui est dur, c'est que t'es devant une conférence, enfin, t'es devant des conférences, tu connais pas tout le monde. Alors après, on est quand même dans un secteur où, enfin, l'industrie de la musique, il y a quand même beaucoup de gens qui se connaissent et beaucoup d'acteurs de l'industrie qui se connaissent d'avant, tu vois, les attachés de presse, les machins, il y en a beaucoup qui se connaissent, mais il manque ce truc où tous les dots sont connectés entre les gens qui se connaissent pas et où les nouveaux qui arrivent sont un peu dans la jungle finalement et puis voilà. Exactement. Enfin, faut pas être timide, tu vois. Mais je veux qu'on ait une safe place en fait sur ces événements, peu importe la taille et l'ampleur que ça prend. C'est ça. Et ça reste un truc de femme aussi peut-être. Pour moi, je pense que rester entre femmes sur ces événements, c'est pas forcément la solution. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des tendances où, à force de vouloir tellement dire femme, homme, on polarise les opinions. Et au lieu de régler les problèmes, ça en crée des nouveaux. Tu vois, il y a de plus en plus d'extrêmes. Il y a de plus en plus d'hommes misogynes, il y a de plus en plus de femmes qui ne supportent plus les hommes aussi. Et en fait, on ne va pas dans la bonne direction. Il faut rassembler, il ne faut pas diviser. Donc, sur les coachings, j'apporte du soutien aux femmes uniquement parce que c'est elles qui ont le plus ce syndrome de l'imposteur, ça a été prouvé. C'est vrai. Elles ont besoin de ce soutien, de cette safe place, se sentir entendues, écoutées, parce qu'elles ne se sentent pas assez dans le milieu de la musique, et même dans d'autres milieux. Mais bon. Par contre, sur les events, je veux qu'il y ait cette bienveillance entre hommes et femmes et que ce soit l'endroit pour rassembler tout le monde, tu vois. Donc voilà, c'est un peu... Une fois que tu as redonné de la confiance aux filles dans une safe place, tu leur dis maintenant, retournez dans un espace qui est plus représentatif du monde réel. Dans le monde réel, vous ne serez pas entre vous.
il va falloir vous confronter à d'autres personnes, d'autres façons de penser, mais maintenant vous avez les armes. Vous sentez soutenu, vous avez, voilà, il y a le côté communauté aussi que... Et puis, donc tu me disais ma peur justement, c'était que les Little Music grandissent et qu'on perde ça. Parce que plus il y a de monde, plus ça devient compliqué de garder cette bienveillance, tu vois. Et puis, je me suis dit, est-ce que finalement, en fait, c'est réalisable? Est-ce que c'est possible d'avoir un grand salon comme Vivatech ou le Mama Festival et de garder ce côté famille, ce côté connecté, communauté? Et puis, j'ai pris un autre exemple qui existe. Je me suis dit, mais oui, ça a été fait. Je ne sais pas si tu connais ou si tu y as été, mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller à la Japan Expo. Ah oui, d'accord, ouais, je vois ce que c'est. Tu vois? Et dedans, je retrouvais vraiment ce côté communauté parce que c'est des passionnés du Japon, c'est des passionnés de manga. Et c'est une niche, mais il y avait vraiment cette connexion qui fait que même si tu ne connais pas les gens, tu vas aller vers eux. Tu vois, il y a un truc que vous partagez ensemble, une passion qui vous connecte. Et malgré l'ampleur qu'a pris l'événement, qui est énorme, ça fonctionne toujours, tu vois. Tu dis toujours, bah ok, si je suis passionnée de manga ou de Japon de manière générale... Le truc différent, je trouve, c'est que dans la musique, il y a beaucoup de genres différents. Et que, bien sûr, ça rassemble tout le monde, mais en même temps, tu vois bien qu'il y a les gens d'une certaine niche qui restent avec la certaine niche, et c'est normal. Tandis que, bon, Japan Expo, tout le monde est fan de la même chose, entre guillemets, c'est peut-être ça la diff. Mais ouais. Mais toi, pour l'instant, tu restes ouverte à un peu toutes les niches, ou tu te dis que tu vas te mettre sur une niche en particulier ou... Pour l'instant, on est un peu ouverte. On reste ouverte sur tout. Parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt que dans une niche... Tu vois, c'est une problématique sociétale. Si tu règles tout aussi dans une niche, tu ne peux pas aller fermer les yeux dans une autre niche. Non, bien sûr. Si tu règles ça, je ne sais pas, du côté jazz, pop, autre, tu ne peux pas fermer les yeux sur le fait que dans le milieu du rap, il y a énormément de misogynie, tu vois. Tu es obligé, en fait, de traiter ce problème globalement. De ouf. Du coup, c'est un peu compliqué de cibler. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a toutes ces différentes niches, différentes mentalités. On ne peut pas régler tous les problèmes et toucher toutes les cibles. Ça, c'est le problème. Tu détermines à ça. Mais c'est vrai que quand tu es un entrepreneur et que tu aimes bien solutionner les choses... Dès que tu vois un souci, tu dis « Ok, on va faire ça pour le résoudre. Ok, telle cible, ils ont un problème, on va faire ça. » Mais tu dois choisir une cible, un problème. Et c'est toute la difficulté. Et à la limite, le traiter un par un, tu vois. Après, quand ça se fait bon, tu l'as fait développer, tu peux développer un deuxième truc à côté, à côté. Bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi. Pour cet entretien. C'est un super moment. Tu reviens ici quand t'as ouvert le salon. Avec plaisir. La plateforme. Ah oui, grave. Et peut-être d'autres projets dont on a plein de trucs.